Bonsoir à tous. Pour clore cette superbe et riche journée, on va vous parler de IA générative, un an après le lancement de ChatGPT. Et pour cette session, j'ai le plaisir de partager la scène avec Fabien Méda, qui est en charge du business développement d'Azure chez Microsoft. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Un petit mot sur le partenariat de Dataiku et de Microsoft. Donc, Dataiku s'appuie sur la stack Azure pour le stockage de la donnée et les moteurs de calcul. Donc, Dataiku va proposer une interface qui va faciliter et vulgariser l'accès à la stack Azure. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'émergence de LLM et de toutes les fonctionnalités de Azure OpenAI. Donc justement, Fabien, depuis un an maintenant, on parle beaucoup de IA générative, de ChatGPT, d'OpenAI, de Microsoft. Est-ce que tu peux nous aider à faire un état des lieux ? Effectivement, et merci de nous accueillir pour discuter des AI génératives. Peut-être un petit mot de notre point de vue sur ce partenariat, effectivement des développements très forts entre nos deux entreprises qui facilitent réellement le travail sur des projets de données un petit peu plus larges, et puis de bénéficier également du meilleur des services Dataiku et des services Azure comme Azure Machine Learning ou Databricks. Puis également un point d'honneur sur la partie sécurité et gouvernance des données qu'on travaille ensemble pour effectivement ces projets plus globaux. Alors effectivement, depuis un an, tu le disais, à quelques jours près, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont en tête le 30 novembre dernier avec des annonces notamment d'OpenAI et de ChatGPT, qui globalement a défrayé la chronique dans le monde du grand public, mais a également assez rapidement, début janvier, pas mal investi les entreprises, et tous les CEO de nos entreprises se sont posés un certain nombre de questions. Et donc, 2-3 mots effectivement de ce qui s'est passé depuis, puis on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, donc, ces fameux Large Language Models qui ont été entraînés avec un large spectre de données publiques ont donné lieu à ces fameux AI génératives, une des plus connues aujourd'hui autour du développement d'OpenAI, et Microsoft, outre des développements R&D particuliers, a depuis quasiment le début de OpenAI, donc en 2019, investi et on les a accompagnés à la fois financièrement pour leur développement, mais également avec la performance du cloud Azure, puisqu'aujourd'hui, et depuis 2019, toute l'inférence et l'entraînement des différents modèles qu'ils mettent à disposition du marché tournent sur Azure. Et dans ce partenariat qui s'est d'ailleurs accéléré en 2023, ça permet également à Microsoft d'utiliser les différents modèles dont vous avez peut-être entendu parler, forcément ChatGPT, mais d'autres formes de GPT, DALL-E si on parle d'image, Whisper si on parle de la voix plutôt, et de l'intégrer dans nos produits, donc d'avoir une stratégie globale. Donc OpenAI reste une société indépendante de Microsoft, mais on a une participation forte et un accord bipartite où ils consomment Azure et on peut utiliser également tous leurs modèles sur nos propres produits. Et d'après ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça signifie pour Microsoft en termes de positionnement produit autour globalement de l'IA générative? Alors effectivement, dans cet accord de partenariat entre nos deux sociétés, qui date de 2019, je le disais à l'instant, il y a deux grandes familles de services qui sont mis à disposition, un petit peu les services sur étagère dans les produits Microsoft, que l'on revend comme un ISV parmi d'autres sur le marché. On parlera de copilote dans ce cas-là, donc la capacité pour la plupart des logiciels Microsoft de pouvoir accompagner l'utilisateur dans l'usage de ces produits, donc quelque chose qui change assez fortement l'interaction entre le logiciel et l'humain, puisqu'on va parler de langage naturel pour s'exprimer, que ce soit par le texte ou par la voix, mais également dans la capacité du LLM de nous répondre en langage naturel. Donc on va trouver des copilotes sur la partie recherche sur Internet, Bing Chat Entreprise, qui d'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, s'est renommé copilote. Des copilotes dans tous les autres produits Microsoft, Microsoft 365. Si vous n'avez pas vu de démonstration, je vous encourage à acheter un petit coup d'œil, ou comment créer en quelques lignes exprimées en langage naturel une présentation PowerPoint, résumer un document Word par exemple, ou vous proposer un email pré-rempli pour répondre à un correspondant par exemple. Donc ça, c'est plutôt les produits sur étagère. Et puis on a également dans cet accord de partenariat la capacité de commercialiser les services OpenAI, les modèles dont je parlais tout à l'heure, ChatGPT, GPT, DALL-E, etc., sur Azure pour nos clients entreprises, pour qu'ils puissent les consommer eux-mêmes et les intégrer dans leurs propres applications métiers. Et donc tu nous parles de produits
Azure OpenAI, alors que ces services existent aussi chez OpenAI. Quel est pour Microsoft aujourd'hui? Pourquoi Microsoft met à disposition ces services pour ses clients? Donc effectivement, là on parle d'une commercialisation de ces services vers des clients dits entreprises. Donc ce que l'on rajoute aux services fonctionnels fournis par les modèles d'OpenAI, c'est notre engagement en termes de sécurité par exemple, notamment autour de la donnée. La première question qui se pose, c'est si je prompte quelque chose dans ce modèle, est-ce que cette donnée va être réutilisée pour entraîner une prochaine potentielle version de ce modèle? Donc on a des engagements très très forts sur le marché en termes de data privacy et le fait que la donnée qui est utilisée soit en entrée, soit en sortie des prompts sur les différents modèles reste vos données. Et donc c'est ce qu'on garantit à nos clients aujourd'hui pour qu'on puisse utiliser ces services ChatGPT qui globalement répondent à pas mal de problématiques aujourd'hui sur le marché, non pas sur de la donnée grand public, mais tout l'enjeu qu'on a avec nos clients aujourd'hui, c'est d'utiliser toute la capacité de raisonnement et de compréhension de ces large language models sur de la donnée d'entreprise, que ce soit de la donnée structurée ou non structurée, on pourra y revenir tout à l'heure, mais effectivement aujourd'hui, c'est le vrai enjeu qu'on a depuis 9 mois avec nos clients pour travailler sur des architectures à ce niveau-là. Et puis ça lève un point, je parlais de sécurité tout à l'heure, je pense que c'est un élément important. À partir du moment où on peut accéder en langage naturel et faire une requête sur de la donnée, eh bien ça lève une vraie question sur les droits d'accès à cette donnée et la gestion de la conformité des droits d'accès à ma donnée, puisque autant écrire et requêter en SQL, ça limite peut-être la population qui est capable d'eux, l'exprimer en langage naturel et faire une requête sur une grosse source de données, eh bien c'est en langage naturel donné un petit peu à tout le monde. Donc un vrai enjeu également de sécurisation sur la data platform de la donnée. Et donc, quels sont les impacts? Qu'est-ce que cela veut dire pour les métiers de la data? Alors en fait, sur le métier en tant que tel, je qualifierais deux parties, les professionnels de la data ou même du développement logiciel, avec effectivement la capacité d'accompagner par exemple le développeur professionnel ou le data scientist pour transformer une expression en langage naturel en un code logiciel, que ce soit un code de développement en langage informatique ou du SQL par exemple. Donc là, plutôt pour les professionnels de nos métiers de l'IT. Pour des gens du métier ou des gens qui sont un petit peu plus citizen développeurs ou citizen data scientist, eh bien la capacité, là aussi en langage naturel, de pouvoir formater des demandes ou formater des représentations de dashboarding. Je pense par exemple à un copilote sur Power BI dans nos solutions, qui vont donc là aussi aider et contribuer à plus rapidement accéder et faire parler cette donnée. Mais c'est également la capacité de travailler sur la donnée en tant que telle. Par exemple, et je crois qu'un de vos clients en parlait juste avant, sur la capacité par exemple de pouvoir extraire de la donnée structurée à partir de documents non structurés, de pouvoir résumer une conversation téléphonique si on parle d'un agent du centre d'appel et extraire les données et par exemple remplir en base ou dans un CRM directement cette information. Ça peut être utilisé pour détecter des risques, pour détecter des tendances sur de la donnée, qui est un autre usage que l'on voit depuis quelques mois avec nos clients autour de cette partie-là. Donc vraiment exploiter au mieux la donnée. Et on sait tous que depuis quelques années, cette donnée est largement présente dans nos entreprises. Et donc voilà, on a vu un certain nombre d'usages. Je pense que vous aussi, vous suivez cette tendance côté large language model. Qu'est-ce que ça veut dire dans les solutions Dataiku et comment vos clients ici présents peuvent en bénéficier? Alors, pour nos clients, ce qu'on observe principalement aujourd'hui, ce sont deux aspects. Le premier, l'enrichissement de l'interaction avec la plateforme Dataiku via tous les assistants qu'on peut mettre à disposition de nos utilisateurs pour les aider dans leur utilisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut faire de la préparation de données dans Dataiku via des instructions en langage naturel. Et aussi ce qu'on appelle le LLM Mesh. Donc, Dataiku va permettre l'accès à différentes technologies LLM, ce qui est dans la continuité de notre proposition de valeur. Tout comme on permet d'accéder à différentes sources de données et de pouvoir s'intégrer à différents moteurs de calcul, on réplique cette même logique sur les technologies LLM pour ouvrir le champ des possibles à nos utilisateurs. Et d'ailleurs, on a une intégration qui existe entre nos deux plateformes. Tout à fait. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer en action, au travers d'une petite démo, comment ça fonctionne dans la plateforme Dataiku. Donc, l'intégration de Dataiku et de Microsoft va permettre de générer des projets LLM
Comme vous voyez ici, par exemple, en entrée, j'ai les avis de clients d'une compagnie aérienne et l'objectif de mon projet est de pouvoir m'appuyer sur les technologies Azure OpenAI pour comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Donc, dans Dataiku, j'ai ce qu'on appelle le Prompt Studio qui va me permettre d'écrire des prompts qui sont basés sur des datasets que je vais spécifier en entrée et avoir le résultat de ces prompts en direct. C'est une démarche qui est itérative dans la mesure où je vais pouvoir tester différents types de prompts et d'avoir les résultats qui me correspondent le mieux dans mon contexte, mais je vais aussi pouvoir tester différents algorithmes qui sont proposés par Azure OpenAI. Et une fois que je suis satisfaite et que j'ai testé mes prompts et que je suis satisfaite du résultat, en l'occurrence, par exemple, ici, c'est la transformation du contenu de mon texte en de la donnée structurée que je vais pouvoir utiliser ensuite dans un flow. Il me suffit de sauvegarder ce prompt en tant que recette et il va apparaître directement dans le flow du projet Dataiku pour être ensuite automatisé comme je le souhaite. Donc là, vous voyez la recette qui a été générée sur la base de Azure OpenAI et qui, en sortie, me donne un dataset dans lequel j'ai les résultats de mon prompt LLM que je vais pouvoir, au travers donc, des fonctionnalités standards de Dataiku, transformer en un dataset dans lequel je vais avoir mes différentes catégories que j'ai souhaité analyser. Et pour chacune des catégories, la réponse pour savoir si mon texte correspond ou pas à cette classification que j'ai souhaité proposer. Donc, vous voyez ici, au travers d'une démonstration très simple et très courte, comment Dataiku s'intègre à Microsoft pour utiliser les services d'Azure OpenAI pour ce qu'on appelle plus largement les LLM. Et pas que, d'ailleurs, là, la démonstration que vous avez vue est effectivement sur les services OpenAI, donc qui sont mis à disposition sur Azure, mais en termes de stratégie chez Microsoft, l'idée c'est vraiment de pouvoir fournir au marché le support du bon modèle pour le bon usage. Je crois qu'on l'a vu aussi dans la démonstration sur la capacité de choisir et de tester effectivement plusieurs modèles. Donc, par exemple, dans certains cas, un GPT 3.5 va suffire quelque part en termes de ressources et de prix par rapport à une requête. Dans certains cas, il faudra aller chercher du GPT 4 ou, pour ceux qui ont suivi l'actualité, du 4 Turbo qui est en train d'arriver. Donc, voilà la capacité aussi de choisir le bon modèle pour le bon usage, que ce soit un modèle OpenAI, on a beaucoup parlé d'OpenAI, mais c'est également la capacité d'aller accéder à des modèles open source. Je pense à des partenariats qu'on a avec Meta, Llama 2, avec Hugging Face par exemple, où on va pouvoir sur Azure exécuter ces modèles, qui peuvent être des modèles aussi larges, voire un peu plus petits. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui sur le marché pour des usages un petit peu plus spécifiques. C'est une nouvelle catégorie de LM, de Language Model, appelée SLM, donc les Smaller Language Model, qui vont permettre d'être entraînés de manière un petit peu plus spécifique sur un sujet particulier et donc de pouvoir, avec le bon niveau de performance, répondre à une problématique particulière ou plus spécifique. Donc l'idée aussi étant effectivement de pouvoir choisir le bon modèle, le bon prix pour le bon résultat. Merci Fabien. Alors, effectivement, l'idée était à la fois de faire un petit état des lieux de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais d'essayer de se projeter un petit peu vers l'avenir également et de voir au bout d'un an où on en est et puis un petit peu où on va. Donc, je vous disais effectivement qu'à un instant donné, la notion de SLM est en train d'arriver assez fortement dans le cloud public notamment. Et puis, aujourd'hui, quelques tendances que l'on voit dans les discussions avec nos clients. Je vous parlais d'un vrai challenge que l'on a depuis quelques temps avec eux, c'est de connecter ces LLM à de la donnée d'entreprise pour réellement tirer à la fois le meilleur parti de ce qu'on voit dans le LLM en termes de compréhension et d'intelligence construite sur ces larges sets de données. Mais c'est également la capacité aujourd'hui de pouvoir changer le comportement de ces modèles en le connectant donc à ces données d'entreprise, structurées ou non structurées. Donc on voit notamment l'apparition de pas mal de bases de données dites vectorielles qui vont alimenter plus nativement ces large language models pour éviter potentiellement de dupliquer la donnée et vraiment de pouvoir faire une connexion plus directe entre ce LLM et cette base de données. Ce qu'on voit en termes de tendance également d'un point de vue plutôt interface utilisateur, c'est l'évolution assez forte de la façon d'interagir avec le logiciel. Ce que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure sous l'angle du copilote, c'est une demande fréquente de nos clients qui est de dire
vous, Microsoft, mettez à disposition un copilote, par exemple Microsoft 365. Moi, j'ai envie que mon application métier, mon application spécifique, offre cette même possibilité de nouvelle interface utilisateur pour mes collaborateurs, voire à l'extérieur de mon organisation. Donc aujourd'hui, la proposition de valeur, c'est également de pouvoir mettre à disposition ces services LLM au travers des API et donc de les intégrer pour nos clients au travers de ces API dans leurs propres applicatifs métiers. Donc ça, c'est notre vision et ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. De votre côté, comment vous percevez un an après cette évolution et comment vous voyez l'avenir? Alors, on a parlé de tout ce qui était effectivement LLM Mesh et de l'enrichissement de la plateforme pour que l'interaction soit augmentée via des instructions, on va dire, en langage naturel. On intègre aussi des fonctionnalités de ce qu'on appelle RAG, donc Retrieval Augmented Generation, qui va permettre, pour faire écho à ce que tu expliquais sur l'adaptation finalement des bases de connaissances chez nos clients, donc de pouvoir les enrichir avec des documents et de la connaissance interne, puis ensuite de pouvoir permettre à ces algorithmes de LLM de pouvoir s'appuyer dessus. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus émerger. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, dans ces LLM, en fait, on a deux grandes catégories pour les adapter un petit peu mieux à nos besoins. Il y a la notion de fine-tuning, donc de personnalisation de ce modèle qui peut nécessiter un enrichissement. Ce n'est pas forcément ce qu'on conseille à première vue, puisque ces modèles sont tellement larges et ont été entraînés sur un set de données tellement important que dans un certain nombre de cas d'usage, sans forcément apporter de fine-tuning, ils vont savoir répondre avec de la valeur aux questionnements ou aux besoins que l'on a. Donc c'est vrai qu'on va d'abord plutôt regarder à les connecter à de la donnée externe. Tu parlais du fameux RAG, RAG à l'instant, parce que moi je parlais de connexion vers du vectoriel tout à l'heure, c'est synonyme. Et donc l'idée effectivement c'est quelque part de dire à ce LLM, eh bien, ne va pas chercher de la donnée sur Internet, voire n'utilise pas la donnée qui a été utilisée pour t'entraîner jusqu'à une certaine date, par exemple GPT-4 en 2021, mais travaille uniquement sur le set de données que je te donne. On évite dans ce cas-là toute hallucination, toute invention ou toute source de données externe, puisque dans certains scénarios, eh bien, on va vouloir réellement qu'il donne une réponse factuelle et basée sur de la donnée que l'on a en base, ou même si elle n'est pas structurée. Bien sûr, sur d'autres cas de figure, si on prend une autre grande fonctionnalité de ces LLM, c'est la génération de contenu. Si on prend un service marketing, eh bien, à l'inverse, on va plutôt souhaiter qu'il soit inventif, qu'il soit créatif, qu'il aille se renseigner, chercher de la donnée live sur Internet. Et donc, en fonction des cas d'usage, on va le cantonner réellement à de la donnée privée. Par exemple, ressors-moi une aversion au risque climatique sur une base de contrats légaux, par exemple. On n'a pas envie qu'il aille chercher d'autres contrats ou d'autres histoires sur Internet. Donc voilà, donc c'est ce genre de personnalisation que l'on va pouvoir faire sur Azure, sur ces large language models. Et puis comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos clients comme on le fait depuis 2018, notamment en choisissant de localiser les données à l'endroit que l'on souhaite. Depuis 2018, on a lancé donc les régions Azure en France, qui permet de prendre l'engagement, que ce soit en termes de stockage, de traitement sur de l'AI historiquement ou sur de la base de données ou sur de l'exécution logicielle, mais là aussi avec ces LLM, de pouvoir garantir que l'exécution de toutes ces requêtes, de tous ces prompts, etc., sont exécutés en France ou en Europe en fonction des besoins que nos clients peuvent avoir sur ces sujets. Voilà, donc beaucoup de discussions depuis début janvier, puisque globalement, je pense que tout le monde a pas mal découvert cette notion de LLM, d'AI générative au mois de novembre dernier. Ensuite, on a passé quelques jours fériés, quelques fêtes, et puis il y a eu un engouement assez fort sur le marché. Et donc, on continue effectivement d'innover ensemble sur ces LLM qui, pour nous, va assez radicalement transformer à la fois le traitement de la donnée, on a essayé de le couvrir et de vous en parler dans cette session, mais également plus globalement la façon d'interagir avec les logiciels, que ce soit pour les professionnels ou pour plus largement les line of business ou nos utilisateurs dans les entreprises. Merci beaucoup pour cet état des lieux. On peut donc se dire que dans quelques jours, on va fêter un très beau premier anniversaire de ChatGPT, en tout cas qui a révélé au grand public ces fonctionnalités. Et on voit que c'est une dynamique qui offre de très très belles perspectives de ce qu'on entend. On n'en est qu'au début, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont à venir. Donc rendez-vous dans
un an, peut-être. Pourquoi pas, avec pour plaisir. la suite, ou avant, à l'allure où ça va. Merci beaucoup de ton intervention. Merci, et merci à vous tous pour votre attention. Bonne soirée, merci.